que vous avez écrit ici, ce que je vous demande, c'est de me donner en gros les pressions partielles en oxygène nécessaires pour oxyder le titane et le chrome ou le chrome à 800 degrés. Ensuite, je vous demanderai de déterminer l'enthalpie libre de réaction à 800 degrés pour chacun des deux métaux. Et ensuite, c'est de définir quels sont les différents domaines de stabilité pour chacun des deux métaux, sachant que les deux seront présents dans l'ensemble. Donc voilà, pour l'ensemble des questions, donc ça reprend pas mal ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Je vais laisser l'intitulé affiché pour l'instant, et puis je vais vous laisser réfléchir un petit peu, et puis on répondra aux questions au fur et à mesure. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour les questions là? Vous avez tous à peu près compris l'énoncé du problème? Ce que je vais faire là pour la première question, pas même pour les deux premières questions, comme elles sont assez simples, là, je vais vous laisser 5 minutes pour réfléchir, écrire les équations, et puis on commencera par corriger ces deux premières questions, et ensuite on avancera progressivement pour que tout le monde puisse bien comprendre la démarche et puis se familiariser avec le diagramme. Ok? Et s'il y a une partie de l'énoncé qui n'est pas claire, n'hésitez pas, pareil, je vais essayer de clarifier s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans l'énoncé.
Est-ce que c'est bon là, est-ce qu'on peut corriger les deux premières questions? Est-ce que vous avez terminé ou pas, ou est-ce que vous voulez qu'on vous laisse encore un peu de temps? Ouais, vas-y, prends la parole, hein. Bon, je vous propose qu'on corrige les deux premières questions, qu'on avance un petit peu. Puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route. Donc, bah, les premières questions, enfin la première question, elle était assez simple, hein, pour le coup. Donc, ah oui, merde, désolé, nickel. J'ai fait des corrections dans le téléphone. Et bon, ça change rien, peu importe. Oui, ouais, désolé, je me suis trompé. J'ai fait des modifs la dernière fois. Bon, ça change pas grand chose, hein, surtout. Ouais, c'était bien nickel, effectivement, j'ai changé un peu les montées. Bon, peu importe, avec le nickel, c'est encore plus simple. Pour la question 1, bah, tout simplement, hein, donc le nickel, hein, il va s'oxyder en nickel de plus. Donc tout simplement, ben, de Ni donne de NiO, puis titane, hein, va s'oxyder en présence d'O2 de, sous forme de TiO2. Donc là, on va dire que c'est assez simple, hein, pour cette première partie. Euh, cette première partie de la réaction, pas de l'exo. Donc là, normalement, bon, désolé, c'était nickel, mais bon, si vous avez fait avec le chrome, bah, moi, comme ça, vous aurez l'habitude d'écrire aussi la réaction avec le chrome. Est-ce que c'est bon là pour vous? Il n'y a pas de, normalement, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour la deuxième question, donc quel métal forme l'oxyde le plus stable? Ben, c'est le titane, hein, parce que quand on le prend dans le diagramme de phase, dans le diagramme de Bingham, pardon, le titane il est localisé ici, donc il est relativement bas dans le diagramme. Hein, donc je fais une animation. Donc là, on a bien l'oxyde de titane ici qui est en bas, l'oxyde de nickel qui est en haut. Donc effectivement, celui des deux métaux entre le nickel et le titane qui forme l'oxyde le plus stable, ça va être le titane. Donc même si on avait pris le chrome, hein, qui se trouve ici, ça aurait rien changé au niveau de la réponse. Comme le chrome, il est là, hein, dans le diagramme en plein milieu. On aurait également eu l'oxyde de titane qui était plus stable que l'oxyde de chrome. Donc ça, c'est les réponses aux deux premières questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Bon, normalement c'était assez simple. Donc c'était bien nickel pour le coup, hein. Je changerai, hein, quand je vous renverrai les planches, hein, ce sera la version, la bonne version. Voilà, donc pour la suite, donc pareil, hein, si on reprend le diagramme, top. Donc voilà, on en est là. Donc après, ce que je vous avais demandé, la question suivante, hein, c'est de déterminer les pressions partielles. Voilà, les pressions partielles. Hein, donc ici, j'ai tracé. Pardon. Désolé, j'ai pas suivi quel était le plus stable. L'oxyde le plus stable, ça va être l'oxyde de titane, parce que quand tu regardes, ouais, c'est bien. Même les collègues ils donnent la réponse, c'est bien. Ça va être l'oxyde de titane, hein, parce que il est donc comme j'ai dit, hein, depuis le début, si tu traces en fait, hein, si tu repères dans le diagramme
la réaction d'oxydation du titane et la réaction d'oxydation du nickel, tu trouves que le nickel il est par là et que le titane il est ici. Et donc, comme le titane il est plus bas dans le diagramme d'Ellingham, donc il a une enthalpie de formation qui est plus négative, donc ça va être celui qui va former l'oxyde le plus stable. Donc, ça va être ou dit autrement, finalement, entre le titane et le nickel, le titane est l'élément, le métal le plus oxydable des deux. Ok? Donc ensuite, la question suivante, la question 3A, on peut faire la 3A et la, oh, ok, d'accord. On peut faire la 3.1 et la 3.2 en même temps. Donc là, c'est pareil. Bon, je vous laisse. Vous avez déjà commencé à y réfléchir ou je vous laisse quelques minutes pour essayer de déterminer les valeurs. Ok, voilà, on prend ça. Je vous laisse voilà, le temps que vous traciez tout sur le diagramme. Je vous laisse quelques 5-10 minutes là. C'est pareil, hein, si vous avez des questions en cours de route, je laisse le diagramme affiché et je peux essayer de vous expliquer des choses. Hein, donc n'hésitez pas à poser les questions, pas à mettre la correction. Ouais. Alors, tac, sur les deux premières questions, c'était ça les réponses. Ok, vous voulez que je réaffiche les questions ou que vous préférez que je laisse le diagramme d'Ellingham et comme ça, si vous avez des questions, dans quel sens pour le coup? Parce que là, la question elle est un petit peu vague, Mohamed. N'hésite pas à prendre la parole, hein, ce sera plus simple. Hein. C'est juste pour la première question en fait. Ouais. Parce que c'est neutre qu'on rajoute que 1 ou 2. Ça, j'ai pas compris. En fait, ouais, en fait de travailler à une mole d'oxygène, en fait, ça te permet de travailler, si tu veux, à pression partielle en oxygène normalisée. Parce que quand tu prends la réaction ici, en fait, ton enthalpie libre de réaction, elle dépend de la pression partielle en oxygène. Et donc, si tu travailles à une mole d'O2 dans ta réaction, alors c'est ce que j'avais, si tu reprends l'équation, je vais revenir un peu en arrière, ici, non, ouais, si je reprends ici, en fait, quand tu écris ta constante de réaction ici, en fait, tu vois que, je vais dire ça, c'est plus simple. En fait, ta constante de réaction ici, elle est traduite ici. Hein, donc ici, tu as tes produits en vert qui sont l'oxyde et tu as tes réactifs qui sont le métal et l'oxygène. Donc quand tu écris ton équation de réaction, tu te retrouves ici avec le ratio des produits sur le ratio des réactifs. Et en fait, tu vois l'intérêt en travaillant à une mole d'oxygène, en fait, tu n'as pas d'exposant ici sur ton oxygène. Parce que le problème, c'est si tu travaillais pas à une mole d'O2 ici, donc chaque fois que tu changerais de réaction, eh ben, tu serais obligé, en fait, c'est en fonction de ta constante d'équilibre, tu serais obligé d'avoir un exposant ici. Par exemple, si tu normalisais, je sais pas, tu pourras les écrire différemment. Par exemple, là, le CE donne C12O3 plus donne C12O3, bah, tu pourrais l'équilibrer différemment. Tu pourrais mettre, par exemple, ici 2 CE plus 2 tiers d'oxygène, etc. Le problème, c'est que tu te retrouverais dans ton équation ici avec un exposant. Et donc, quand tu déroules ton calcul, notamment quand tu
tu arrives là, où finalement ton delta G il est égal à RT, la ln de P2O2, le problème c'est que si tu normalises pas ici, tu vas avoir un exposant. Et en fait, ton exposant, il va être différent pour chacune des réactions, parce que tu formes par exemple un oxyde C2O3 ou NP2O5 ou PiO2 ou peu importe, le problème c'est que ton coefficient ici il va changer, et si tu changes ce coefficient-là, eh ben, tu pourras plus comparer les droites, les droites entre elles, parce que tu vois que toutes les réactions ici qui sont écrites ici, ces droites et ces pentes-là ne sont vraies que pour une mole de O2. Parce que si tu changes et tu normalises pas une mole d'O2, eh ben, tes droites, elles vont plus avoir le même sens. Il y en a une qui va se pencher plus comme ça, une comme ça, etc. Et en fait, tu n'auras pas de base de comparaison. Parce que là, finalement, en prenant une mole d'O2, ça te permet de normaliser toutes tes réactions. Parce que le dénominateur commun, si tu veux, entre toutes ces réactions-là, c'est l'oxygène. Tu vois, tu retrouves l'oxygène ici, l'oxygène là, l'oxygène là. Et donc, le plus simple pour comparer les réactions entre elles, c'est d'avoir un dénominateur commun. Et donc, tu choisis de travailler à une mole d'oxygène partout. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué, si tu veux, pour équilibrer les réactions, mais au final, c'est plus facile à exploiter. Parce que ces réactions-là, elles sont toutes normalisées à une mole d'O2. Donc, ouais, c'est bon, c'est clair pour toi? Ok, d'accord. En fait, c'est uniquement pour pouvoir les comparer plus facilement entre elles, parce que sinon ce serait le bazar, en fait, et on n'aurait pas de base de comparaison. C'est comme si on avait vraiment normalisé par rapport à une valeur définie qui permet de faire la comparaison entre toutes les espèces. Vous préférez que je laisse afficher les questions ou que j'affiche le diagramme d'Ellingham, et si vous avez des questions, que j'essaye d'y répondre directement en l'utilisant. Alors, je vous laisse quand même chercher un petit peu quand même avant de poser les questions, mais si vous avez un doute sur un truc ou quoi, essayez de poser vos questions, j'essaierai de vous aiguiller pour répondre. Ouais, justement, les slides de l'année dernière, de la semaine dernière, inquiétés ou pas? Parce que j'ai demandé à M. Legrand de les mettre là, parce que moi j'ai pas accès à la plateforme. Et donc, est-ce que les slides de l'année dernière, de la semaine dernière, vous les avez récupérés? Ok, bah je ferai pareil en fait. Hein. Je
je mettrai par morceau. Donc tout ce qu'on aura fait aujourd'hui, hein, les slides seront mises à dispo demain en max. Je demanderai après la séance, là, je demanderai à M. Legrand de les mettre sur la plateforme. Ah, vas-y, Mohamed. Excusez-moi, je voulais savoir, est-ce qu'on doit connaître les produits formés par cœur ou pas? Les métaux oxydés, leur forme la plus stable, on doit la connaître par cœur ou pas? Non, il n'y a pas besoin. Vous l'indiquerez et nous, on ajustera avec le O2 en fait, à chaque fois. Ouais. Enfin, typiquement, juste, c'est une question. Enfin, typiquement, si au niveau de l'examen, par exemple, je vous donne le diagramme. Et globalement, après, je vous dis un peu comme ici, quoi. Globalement, le titane subside au degré 4, le nickel au degré 2, bah, écrivez-moi des réactions, etc., quoi. Honnêtement, ça va ressembler à ça, hein. Dans la première partie, ça va ressembler à ce qu'on fait là. Donc, non, de toute façon, dans l'examen, je donne toujours le diagramme des parce qu'il y a des questions par rapport à ce diagramme-là. Donc, il est toujours dans l'examen, donc je ne vous demande pas de connaître les produits formés par cœur. Ça sert à rien. C'est juste d'être capable d'écrire les équations et de voir si vous avez compris l'utilisation du diagramme en son entier. Ok, merci. Non, pas tout à fait. Alors, je vais peut-être mettre juste pour vous aiguiller là. Je ne peux pas passer un diaporama et voir le chat en même temps. Donc en fait, normalement, vous en êtes là. On a repéré la droite nickel, type de nickel. On a repéré la droite titane, type de titane. Donc, je vais switcher un peu entre les deux. Ok, donc 10 moins 14. Ouais, c'est plutôt ça pour le TI. Non, pas pour le TiO2. Ça sera plutôt pour le NiO pour le coup. Il y a déjà un peu les réponses là. On va peut-être profiter des premières réponses là pour essayer de voir où est-ce que ça va pas pour le coup. Parce que je pense que vous n'avez pas pris le bon. Je vais juste reprendre un truc. Ok, d'accord. Donc là, faites bien attention hein, par rapport aux premières réponses que je vois là pour le coup. Quand vous êtes sur le diagramme d'Ellingham, hein, il y a 3 lignes. Hein, il y a les 2 premières là pour l'instant, vous en occupez pas. Avec la P de CO2, la P de H2, ça pour l'instant vous en occupez pas. Ce qui est important, c'est cette ligne-là, hein, c'est ce que j'ai matérialisé ici en rouge là, donc qui représente la pression partielle en oxygène, qui est ici. Faites bien attention de partir de là, hein, du zéro absolu, donc à moins 273, et non pas d'ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous risquez de pas tomber juste. Voilà, faites bien attention à ces deux points-là. Prenez bien cette droite, enfin cet axe qui est ici, à l'extérieur du diagramme, et partez bien d'ici pour tracer vos droites, pour déterminer les pressions partielles en oxygène. Donc, je sais pas là au niveau du chat, hein, n'hésitez pas à poster vos réponses. Ça permet de voir, hein, globalement, entre les 2-3 premières réponses, là, ça permet de voir où potentiellement il y a des erreurs. Ça me permet de moi vous donner deux, trois infos pour vous aiguiller. Ouais, c'est bien, on s'en rapproche. Bon, après, ça reste approximatif, hein. On peut être tolérant sur la valeur parce que c'est un repérage. En fait, la P2O2, si tu veux,
Pour toi, là, globalement, en fait, c'est tout cet axe-là. Donc, tu vois, qui démarre ici, donc là où tu as la pression atmosphérique de PdO2. Et en fait, c'est tout cet axe-là qui descend jusqu'en bas ici. Hein. Donc, typiquement, si tu as, une droite qui part de là, qui coupe à 800 degrés, ça doit être. Je vais faire ça sans trop qu'on voit les réponses. Donc là, par exemple, tu vois, si tu es à 800 degrés et que tu as une droite qui est ici, tu vois, il faut que tu prolonges pour aller couper cette droite qui est ici, quoi. La droite rouge qui est là. Quoi. Donc finalement, l'axe des PdO2, il fait tout ça. Quoi. Il faut vraiment aller chercher cet axe-là. Donc en fait, tu le lis sur les deux. Ça dépend où est-ce que ta droite elle atterrit. Allez-y, hein, les autres, hein, si vous avez des réponses, hein, n'hésitez pas, parce que vous voyez qu'avec les questions, là, ça nous permet de voir où est-ce que vous bloquez un petit peu. Donc n'hésitez pas à poster vos réponses sur le chat ou même à prendre la parole. Si vous avez des questions, ça permet de voir un petit peu. Ça sert à tout le monde. Ça permet de voir où est-ce qu'il y a des petits trucs qui vont pas. Non, c'est en haut à droite. En fait, là, tu as la température, effectivement, mais tu dois prendre ton point de départ ici. Hein. Donc, en fait, là, la température, si tu veux, elle est matérialisée en haut et en bas. Quoi. Mais pour ton tracé, tu prends depuis ici. Quoi. Et là, t'es bien sur l'axe où la température, elle est au zéro absolu. Voilà. Donc voilà, la 3.1, c'était l'objectif, c'est de déterminer la pression partielle en oxygène. La 3.2, c'est de déterminer les enthalpies de réaction pour chacun des deux métaux à 800 degrés. Ok, ouais, ça a l'air d'être, ça commence à être un peu très bon. Hein. Sur la question 3.1, est-ce que vous voulez qu'on corrige ou est-ce que je vous laisse encore un petit peu de temps? Ok. Bon, on va corriger sur la première, sur la question 3.1. Donc, bon, je vais me mettre en diaporama. Ça permettra de voir un petit peu tout. Donc là, on avait repéré NiO, PiO2. Donc ça, c'était les réactions. Donc là, la température à 800 degrés. Donc là, vous voyez en bas la température. Hein, donc, vous pouvez tracer ici une droite où finalement on est à 800 degrés qui va couper chacun des oxydes. Hein, donc ceux qui nous intéressent ici, ça va être le point d'intersection entre la droite Ni et NiO, et ici, et le point d'intersection entre TiO2 et puis TiO2 et la température. Donc, pour déterminer la pression partielle en oxygène à ce niveau-là, donc qui va nous permettre, on va dire, la pression d'équilibre ici. Donc, je pars bien, comme je le disais, de mon zéro absolu qui est ici, hein, ce point tout à gauche, là en haut, et je trace une droite. Hop. Donc la droite, elle part bien de là, elle croise ici, bon, c'est à peu près sur le PowerPoint, ça croise ici l'intersection entre la droite d'équilibre NiNiO et la température à 800 degrés.
Et globalement, j'atterris à peu près à une pression partielle d'équilibre entre, pour le couple Eni-Enio à 800 degrés, qui est à peu près de 10-14 atmosphères. Si je fais le même exercice pour le titane, donc là, de la même manière, hein, je pars de là, de mon zéro absolu, je viens couper la droite TiO2 ici à 800 degrés et j'atterris à peu près par là, donc j'arrive à 10 à peu près 10-37. Donc là, c'était sur la question 3.1, hein, finalement, les deux réponses. Ah bah, tu vas trop vite là. Juste pour tout le monde, là, je vais revenir peut-être 2 secondes en arrière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment on détermine les pressions partielles d'équilibre pour chacun des deux oxydes là. Ok. Vous aviez tous à peu près trouvé ça ou non, t'as pas compris? Ok. Pour toi là, qui a pas compris, qu'est-ce que t'as pas compris? Prends la parole, hein, n'hésite pas, c'est plus facile. Comment on détermine la pression? J'ai pas compris comment on faisait. Alors, en fait, c'est assez simple, tu vois. Parce que toi, qu'est-ce que tu as fait pour le coup? Parce que ça m'aidera peut-être à voir là où ça bloque. En fait, je l'ai pas fait. J'ai pas compris comment fallait faire en fait. Donc en fait, c'est jusqu'à le repérage des axes ici, donc là, la pression partielle en oxygène, la température, jusque-là, c'est bon normalement? Oui, ça c'est bon, ouais. Ça, c'est bon. Donc là, on en est là. Donc ensuite, le zéro absolu qui est ici, ça, tu as réussi à le repérer sur ton diagramme, c'est bon? Ouais. Et ensuite, après, pour pouvoir déterminer la pression partielle d'équilibre à cet endroit-là, donc à 800 degrés, ce que je vais faire, je vais tracer une droite qui part de là, qui va couper l'intersection ici entre la droite que j'ai tracée à 800 degrés et la droite du couple Eni-Enio, et je vais regarder en fait où elle va atterrir sur cet axe-là, qui est l'axe rouge, qui représente les pressions partielles en oxygène. Donc en fait, quand tu traces ça, donc là, tu pars d'ici, tu interceptes ici le point d'intersection entre la droite d'équilibre Eni-Enio et la température de 800 degrés, et ta droite, elle atterrit ici, quoi. Donc là, ça va te donner la pression partielle en oxygène d'équilibre pour le couple Eni-Enio à 800 degrés. Donc, 10-14. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair. En fait, j'avais pas compris qu'il fallait prendre l'intersection. Ouais. Et puis après, hein, pour le deuxième métal, pour le titane, bah, tu fais la même opération. Tu pars de là, tu croises ici entre la température de 802 et ta droite d'équilibre TiO2. Tu la prolonges jusqu'à venir intercepter ton axe là avec les pressions partielles en oxygène. Donc tu l'interceptes à peu près ici, quoi. Donc tu vas te retrouver à 10-35, 36, quelque chose comme ça. Tu vas trouver la deuxième pression d'équilibre ici. Ok. Ok. Ok, merci. Donc après, hein, ce qu'on voit sur le diagramme, par exemple, si là j'ai fait l'exercice à 800 degrés, mais si par exemple je me mets à 900 degrés ou à 1000, ben, ce qui va se passer, c'est que ma droite, elle va être décalée un petit peu. Je vais me retrouver, par exemple, si je me mets à 1000 degrés ici, au lieu de me mettre à 800, je me mets à 1000 ici, par exemple, on voit que ça va changer mes pressions d'équilibre. Hein. On voit que finalement, j'ai décalé hein, l'axe des températures ici. Donc au lieu de me retrouver avec des pressions partielles hein, ici qui étaient à 10-14 par exemple, là on va se retrouver à 10-10, quelque chose comme ça. Hein. Si je zoome, on va se retrouver ici à 10-10, et puis ici on va se retrouver à 10-29, à peu près 10-29. Quoi. Donc c'est là où on voit que aussi quand on augmente la température, on augmente la sensibilité des matériaux à l'oxydation. Et de la même manière, hein, c'est assez simple. Hein, vous avez vu, j'ai décalé la température. Je veux savoir quelle est la pression partielle en oxygène
à 1000 degrés. Il suffit juste de décaler la température. Je regarde où est-ce que ça intercepte ici et où est-ce que ça intercepte ici et là. Et on voit très bien assez facilement quelles sont les pressions partielles en oxygène pour chacun des métaux. Donc, ça permet de manière assez simple de déterminer en fait les valeurs de pression partielle pour une température donnée. Ok, donc ça c'était pour les pressions partielles. Donc pour la question suivante, il y en a qui ont déjà regardé. Peut-être tout à l'heure on a vu des réponses passer. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui ont des réponses? Ou est-ce que pareil, je vous laisse un peu de temps pour regarder. Normalement vous avez déjà, normalement vous en êtes déjà à l'étape là, quoi. Donc, vous avez déjà tout tracé et il n'y a plus qu'à aller chercher les valeurs d'enthalpie pour chacune des réactions. Ok. Ouais, quelques réponses qui arrivent là. Ouais, c'est 80, si je regarde, ouais, c'est à peu près ça. Après ça reste approximatif parce que voilà, les échelles sont pas hyper bien définies, donc effectivement, je pense enfin, là pour le coup, on est sur à peu près sur les bonnes valeurs. En fait, dans la dernière question, ce que je demande, c'est que quand on est dans chacun des domaines, donc on était au niveau du problème, hein, donc on avait, on est dans l'enceinte à 800 degrés, on a du titane, du nickel, etc. Et il y a une quantité, d'oxygène, on va dire, qui va diminuer hein, globalement dans l'atmosphère. Et la question, c'est de dire quelles sont les espèces. Hein, donc, on était en présence de titane et de nickel au départ. C'est quelles sont les espèces dans ce domaine-là, dans ce domaine-là et dans ce domaine-là. En fait. Parce que globalement, à mesure que, en fait, si tu as une quantité d'oxygène finie dans ton atmosphère, globalement, tes métaux, ils vont consommer ton oxygène. Et donc, ce qui va se passer dans l'enceinte, c'est que ta pression partielle, elle va diminuer. Et la question qui est posée, c'est de dire, ben, dans chacun des domaines, celui-là, celui-là et celui-là, quelles sont les espèces qui vont être stabilisées dans chacun des domaines, en fait, à mesure que ma pression partielle, elle va diminuer, sachant que dans mon enceinte, j'ai les deux éléments, le nickel et le titane.
Est-ce que vous voulez qu'on corrige là pour la question 3.2 pour qu'on avance un petit peu, parce qu'après il y aura la dernière question. Donc pour la question 3.2, donc on en était là. Donc pour la question 3.2, donc c'est pareil, hein, j'ai toujours ma droite à 800 degrés là. Bon là typiquement on fait la même chose, hein, on regarde en gros où est-ce que on a l'intersection entre la température à 800 degrés et la droite d'équilibre Yin-Yo. Donc on trouve, donc là ça reste approximatif, hein, si vous avez trouvé 70, 75, on va dire que c'est bon. Donc on trouve que l'enthalpie libre de réaction du groupe Ni-Nio à 800 degrés, ça va être à peu près 70 kilocalories par mol d'O2. C'est bien précisé par mol d'O2 parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur une question qui était affichée tout à l'heure, c'était on travaille bien par mol d'O2. C'est pour ça, hein, quand je parlais de normalisation, ça nous permet le fait d'équilibrer les réactions à une mol d'O2, ça nous permet de déterminer les énergies de réaction par rapport à une mol d'O2. Donc pour la première réaction Ni et Nio, la valeur de l'enthalpie libre de réaction à 800 degrés, c'est à peu près 70. Hein. Donc comme je disais, si vous avez trouvé 75, voire même 80, bon, ça dépend, quand même plutôt vers 70. Donc, globalement, c'est à peu près la bonne valeur. Et ensuite, pour le titane, ben, c'est à peu près le même exercice. Hein. Donc vous partez de la zone d'intersection entre l'intersection entre la droite TI, TiO2 et la température à 800 degrés. Vous tirez une droite ici pour venir intercepter l'axe des ordonnées et vous trouvez à peu près 175 kilocalories par mol d'O2. Donc voilà, ça c'était la réponse à la question 3.2. Donc j'ai vu dans les réponses tout à l'heure, pour les deux trois personnes qui ont répondu. Non, c'est pas en valeur absolue, c'est en kilocalories par mol d'O2 en fait. C'est l'unité, elle est là, hein, sur le graphe. Donc c'est pas une valeur absolue. Alors ouais, en valeur absolue. Non, c'est bien une valeur négative qu'on attend. Elle est négative parce que ta réaction, si je reviens en arrière, elle est négative parce que tu vas vers la formation des produits d'oxydation. C'est pour ça que ton enthalpie libre de réaction, elle est négative parce que tu vas vers la formation de produits de réaction. Donc, comme tu tends vers quelque chose de plus stable, en gros, c'est comme si ton système il va libérer de l'énergie pour se stabiliser. Donc, comme il se stabilise à un niveau d'énergie plus bas en formant l'oxyde, parce que c'est sa forme stable, globalement, l'enthalpie de réaction elle est négative. Ce qui veut dire que finalement, spontanément, comme c'est une valeur négative, tu vas aller vers la formation de l'oxyde. Donc, il ne faut pas l'exprimer en valeur absolue, mais il faut bien, parce que si tu l'exprimes en valeur positive, pour le coup, ça veut dire que tu dois fournir de l'énergie à ton système pour qu'il évolue. Alors que là, c'est pas le cas. Pour le coup, il évolue spontanément vers la formation de produits type oxyde, puisque c'est le sens de réaction qui va guider la valeur du signe. En fait. Et donc là, spontanément, tu vas aller vers la formation des produits d'oxydation, des oxydes. C'est pour ça que les enthalpies, elles sont négatives parce qu'on considère le passage du métal vers la formation de l'oxyde. Et puis pour la dernière question, je sais dans notre cas, les valeurs sont bien négatives. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont commencé à réfléchir à la dernière question? Donc en gros, sur la dernière question, je vais peut-être anticiper un petit peu pour qu'on avance. S'il y a des questions, je les prendrai au fur et à mesure. Ça a l'air pas mal, ça.
Ok. Ils sont négatifs du coup. Ça, c'était par rapport à la question précédente là, de ta part, Olivier. Donc oui, les valeurs sont bien négatives. Hein. Les valeurs d'enthalpie sont bien négatives. Il faudra bien les exprimer en négatif, avec un signe. Donc sur la dernière question, ce que je demandais, c'était de définir hein, dans... oui, c'est ça, exactement. Effectivement, plus la valeur est négative, plus tu vas vers la formation d'oxyde stable. Donc pour la dernière question, donc ce que je souhaitais qu'on regarde ici, c'était comment va évoluer le système. Donc je rappelle, hein, dans mon système, j'avais du nickel, du titane, avec une quantité d'oxygène, on va dire limitée. Et par contre, j'ai un excès de métal hein, dans mon atmosphère. Donc quand je vais être dans la première partie ici, donc quand je vais être entre la pression atmosphérique et la droite d'équilibre ici, qui est matérialisée par une P2O2 10-14. Les éléments qui vont être stables, hein, ça va être le NiO et le PiO2, parce que dans les deux cas, je suis au-dessus de cette droite-là, donc je suis au-dessus de celle-là, mais également au-dessus de celle-là. Donc finalement, dans tout ce domaine-là, ce qui va me rester comme élément, comme espèce stable, ça va bien être le NiO, parce que je suis au-dessus ici de ma droite, et ça va bien être le PiO2 parce que je suis aussi ici au-dessus de ma droite d'équilibre. Donc entre la pression atmosphérique et 14, les espèces qui vont être stables, ça va être le NiO et le PiO2. Voilà, donc ensuite, si je continue à diminuer ma pression partielle en oxygène, donc je vais être entre cette droite d'équilibre-là et cette droite d'équilibre-là. Les espèces qui vont être stables pour le coup, donc entre 10-14 en pression partielle et 10-35-37 là, les espèces qui vont être stables, ça va être NiO et TiO2, parce que au-dessus de cette droite-là, comme je vous disais, on avait NiO et TiO2. Par contre, une fois qu'on est en dessous, on va se retrouver avec Ni qui va être sous forme métallique, parce que globalement la pression partielle en oxygène sur cette droite-là, elle est plus suffisante pour autoriser l'oxydation du nickel. Par contre, elle est toujours suffisante pour avoir l'oxydation du titane. Et donc finalement, dans ce deuxième domaine, on va se retrouver avec NiO et TiO2. Et dans le dernier domaine, donc c'est-à-dire en dessous de cette droite d'équilibre-là, on va se retrouver avec des pressions partielles en oxygène qui vont être tellement faibles que finalement on n'aura plus assez d'oxygène dans l'atmosphère pour oxyder les métaux, et on va se retrouver avec du nickel et du titane métallique dans l'atmosphère, dans l'enceinte, pardon. Et donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, là, c'est qu'en fonction de la pression partielle qu'on a dans notre atmosphère, on voit que chacune des espèces hein, va se stabiliser en fonction de la pression et de la température. Donc là, pour le coup, on a figé à 800 degrés. Mais on voit qu'à chaque fois, il y a des domaines d'existence des espèces qui doivent être respectés, qui font que dans les plus fortes pressions partielles en oxygène, ici, on va avoir les oxydes. Ici, on va avoir un mélange entre le métal qui forme des oxydes moyennement stables et le métal qui forme des oxydes plus stables. Et puis en dessous, on va avoir que les métaux, parce que globalement, on n'aura plus assez d'oxygène pour permettre, on n'aura pas assez d'oxygène dans l'atmosphère pour permettre l'oxydation du nickel et du titane. Alors, pour répondre à la question, il faut regarder la partie droite du segment vert. Non, faut que tu te bases par rapport à ces droites-là et tu regardes comment t'es quand tu es au-dessus et quand tu es en dessous, en fait. Si on va la droite d'équilibre, ça veut dire qu'on n'a pas assez de voilà les oxydations. Bon, en fait, c'est surtout qu'en dessous d'une certaine pression partielle en oxygène, notamment ici, dans le cas de l'EGLO, ici en dessous de 10-37, tu n'as plus aucun ces deux métaux-là qui va pouvoir s'oxyder. Tu as des pressions partielles en oxygène qui sont trop faibles. Et la thermodynamique te dit que finalement, énergétiquement, c'est plus favorable de rester sous forme métallique que d'être sous forme d'oxyde.
Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur cette dernière partie de l'exo? Non, c'est bon, ok. Ça marche. Bon voilà, bon, typiquement hein, c'est ce genre d'exo là, bah, c'est le genre de problème que que je vous poserai typiquement à l'examen quoi. Donc c'est clairement il y a pas de surprise. Hein. Du moins il y aura parmi les questions que je vais vous poser. Typiquement, ça va ressembler à ça, quoi. Je vais vous demander les pressions partielles, les énergies d'enthalpie libre, les domaines de stabilité. Bon, après, je peux tourner les questions un peu différemment, et c'est un petit peu le genre de choses que je vous demanderai, à l'examen. Voilà, c'est vraiment plus pour voir si vous avez compris comment on exploitait le diagramme, etc. Non, il n'y aura pas les docs parce qu'il n'y en a pas besoin. Non, en général, sur les autres années, je les ai pas laissés parce que, voilà, typiquement, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Et sur ce genre d'exo là, typiquement, si tu as le diagramme ici avec des questions, il y en aura quelques-unes. Mais moi, je préfère faire des questions qui vous font un petit peu réfléchir pour comprendre si vous avez compris comment on utilise les outils. Je vous avoue que faire recracher des questions courtes, c'est moins intéressant. Hein. Typiquement, je ne vais pas vous redemander de me redémontrer comment on trace les droites du diagramme d'Ellingham. Ça, peu importe. Hein. C'est pas ça. Cet outil, il existe. C'est plus comment vous allez être capable de l'utiliser. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Après, il y aura quelques petites questions de cours, mais ce sera des questions plus générales. Mais globalement, voilà, c'est le genre de questions que je vais vous poser. Quoi. Enfin, attendez-vous à avoir ce genre de questions. Voilà. Donc après, je vais avancer parce qu'il faut qu'on avance quand même un peu. Donc là, bon, vous aurez de nouveau je vous remettrai, hein, vous aurez les réponses vous aurez les réponses dans le polycopier, enfin dans les slides. Donc si on continue après cette première exo, on peut faire un certain nombre d'autres choses hein, pour le coup. Juste 2 secondes, j'ai chez moi, j'ai quelqu'un qui vient de sonner. Je vais m'arrêter 2 secondes, je suis désolé.